Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, la grogne des producteurs de chou-fleur, un parc éolien citoyen dans le Morbihan, la première édition des échappées de Noël à Quimper et des idées pour les repas de fête avec les produits de la ferme. Et puis focus sur les symboles bretons, le beurre salé, le crachin, l'hortensia ou encore le bignou. Que se cache derrière ces clichés? Bretagne Magazine a demandé à 20 personnalités d'en parler ce mois-ci. Parmi elles, Laetitia Godin qui a écrit sur le bignou. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et puis bien sûr Tanguy Mona, rédacteur en chef de Bretagne Magazine, vous accompagne. Bonjour Tanguy. Bonjour. On parle ensemble tout à l'heure de ce beau numéro de Bretagne Magazine. Et puis pas de vacances pour les sportifs. Ludovic Jean est au rendez-vous comme chaque lundi. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. Oui, dernier week-end de l'année en matière de sport. Il s'est passé pas mal de choses. Vous allez le voir tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure dans l'instant sport. Tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 21 décembre. Le week-end dernier, les agriculteurs ont déversé des tonnes de chou-fleur à Saint-Paul-de-Léon. Pourquoi la filière est en crise au beau milieu du mois de décembre? Margot Durand et Camille Pochet vous l'expliquent. Le chou-fleur pousse trop vite. Vu les températures clémentes dans le Finistère depuis le début du mois d'octobre, la production de ce légume d'hiver est beaucoup trop importante par rapport à la demande. Nous connaissons depuis fin octobre des températures exceptionnellement élevées, de l'ordre de 3 à 5 degrés supérieurs au normal de saison. Ça engendre une avance en production considérable, qui est de l'ordre de 3 semaines, voire 5 semaines pour certains créneaux de production. Il y a des producteurs qui ont déjà entamé des variétés qui auraient dû être récoltées au mois de février et qui sont déjà, donc nous approchons de Noël, et qui sont déjà en récolte. Donc ça crée un marasme énorme au niveau de la production. Si ce week-end les agriculteurs manifestaient à Saint-Paul-de-Léon, Jean-Michel n'était pas dans le cortège. Bon, par rapport aux manifestations, en fait c'est lié à un ras-le-bol de pas mal de légumiers qui ont vraiment ras-le-bol de récolter leurs choux tous les jours et de les détruire en fin de journée tous les jours et tous les jours de la même manière. Donc c'est vrai que c'est un ras-le-bol. Par contre oui, c'est vrai que changer le temps, c'est très problématique. Une tête de chou-fleur se vend actuellement 15 centimes alors qu'elle devrait partir à 70 centimes en ce mois de décembre. Les agriculteurs n'ont pourtant pas planté plus de choux que d'ordinaire. Seul responsable, la température trop douce. Entre 10 et 12 degrés, les plants sortent de terre et en ce moment, toute la production arrive à maturité. Impossible donc de tout vendre. Ce matin, par exemple, on a reçu 1,2 million de têtes, donc c'est à peu près 179 000 colis de chou-fleur. Il y a eu à peu près 40 000 colis de vendus, donc tout le reste est en invendu. Dans les invendus, une partie est envoyée aux œuvres caritatives en don. Et malheureusement, il y a encore trop de chou-fleur pour pouvoir tout valoriser. Les producteurs ont demandé un cadeau à Noël, que le temps se rafraîchisse. Un parc éolien citoyen est né à Bégane, dans le Morbihan. Ce projet de 12 millions d'euros est financé entièrement par les consommateurs. Les éoliennes sont en marche depuis 1 an et demi et elles alimentent 8000 foyers. Le point avec Céline Lestrade de TB Sud. 100 mètres de haut, des pales de 45 mètres, les éoliennes de Bégane ont une histoire particulière. En 2014, le premier parc éolien citoyen français est né. Ces 4 géantes ont mis 12 ans à se dresser dans la campagne morbihanaise. Ça a été effectivement assez complexe parce que d'une part c'est un projet de relativement grande envergure et au niveau français les structures juridiques ne sont pas adaptées pour faire participer des centaines de citoyens dans une société même d'économie d'énergie renouvelable. Plus de 1000 investisseurs se sont ralliés assez vite au projet. Ce sont les banques qu'il a fallu convaincre et les Françaises n'ont pas sauté le pas. C'est une banque belge qui a prêté 9 millions d'euros. Il a fallu créer une société, Bégawatt, pour gérer et exploiter le parc éolien. 11 personnes bénévoles s'en chargent. Avec le recul, Patrick le concède, c'est un projet fou. Bon, c'est vraiment une grosse aventure. On y croyait, mais quand on voyait tous les pièges, enfin, les barrières, tout ce qui a été mis sur le nombre d'années, on s'est posé des questions à certains moments. Mais maintenant, on est arrivé au bout de la construction. Pour la première année d'exploitation, ces éco-citoyens sont satisfaits. Les éoliennes ont produit 18 000 MWh, ce qui permet d'alimenter 8 000 foyers.
Il a fallu bien évidemment quelques ajustements pour faciliter la cohabitation des habitants avec leurs nouvelles voisines. Depuis que nous avons fait les premiers brédages, à certains moments de la journée où ça gêne un peu les riverains, le ressenti sur le terrain s'est amélioré, il y a moins de réactions, moins de plaintes, et on continue à travailler avec les gens pour faire au mieux, sachant que ça fera toujours, de temps en temps, un peu de bruit. Le premier parc de Bégane a fait des petits puisque Éolienne en Pays de Vilaine suit 30 projets dans toute la France et organise depuis quelques mois des ateliers de sensibilisation à la consommation d'énergie. Et puis, première édition des échappées de Noël à Quimper. Un rendez-vous culturel durant les fêtes de fin d'année. Ce week-end, des milliers de personnes ont été séduites par la parade amoureuse des flamants roses, les acrobates et les feux d'artifice. Marina Dété. Noël approche à grands pas. Les rues de Quimper sont illuminées, la patinoire et le manège place Saint-Corentin installés, mais cette année, la ville de Quimper apporte encore plus de féerie avec les échappées de Noël. Elle consiste en fait en des rencontres culturelles de qualité, accessibles à tous les publics et particulièrement aux jeunes. Des rencontres musicales, théâtrales, cinématographiques comme ce soir, des rencontres autour de la danse, autour du cirque et bien sûr autour des arts de la rue. Alors il s'agit d'une programmation à la fois éclectique et ayant malgré tout une grande cohérence, c'est un vrai projet culturel. Pour sa première édition, les échappées de Noël ont attiré un public très nombreux dans les rues de la capitale de la Cornouaille. Des flamants roses ont entamé une parade nocturne pour le plus grand plaisir des passants. C'est un rêve, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, moi je retourne en enfance. Ah, c'est joli, en tout cas il y a beaucoup de monde et il fait doux. Très joli. C'est animé avec les flamants roses, c'est vraiment agréable de pouvoir déambuler dans la ville et voir beaucoup de monde. Super joli, c'est magnifique pour les enfants, pour les parents. Ils sont déguisés, ils ont des costumes, et ils ont des béquilles et des dames qui dansent derrière. Puis un spectacle éblouissant composé d'acrobaties, de feux, de rêves et de lumière a clôturé la soirée de samedi en attendant de nombreux autres rendez-vous jusqu'au 30 décembre. Et puis nous vous en parlions vendredi dernier, la petite commune de Gueltas dans le Morbihan tentait d'obtenir le record du monde de chaussettes de Noël. Eh bien c'est maintenant chose faite, les habitants ont exposé dans les rues 2734 chaussettes de Noël. Rendez-vous donc l'an prochain pour tenter peut-être d'établir un nouveau record. Et puis toujours dans l'esprit de Noël, plusieurs fermes comme celle de Kéroudi à Minizac près de Brest ouvrent leurs portes au moment des fêtes. Leur objectif, faire découvrir les produits locaux pour agrémenter les menus des réveillons. Explication avec Marina Dété. Loin de l'agitation des centres commerciaux avant les fêtes, il existe une petite ferme à Milizac où le Père Noël aime se rendre depuis 9 ans. J'ai vu un tracteur, des chevaux, des vaches. Le but, c'est de faire découvrir la ferme, faire découvrir les produits qui peuvent venir de la ferme, donc qui viennent de la ferme. D'ailleurs, il y a plein de collègues qui sont là, qui vendent de la truite, fromage de brebis, du pâté, il y a du cidre, du vin, enfin voilà, plein de choses pour remplir sa table de Noël. On vient acheter des produits locaux et puis après on va rentrer tranquillement et finir par un bon apéro, comme tout breton. Il y a une crèche vivante avec des animaux, on peut caresser les petits veaux, il y a des crêpes à manger. Les visiteurs ont assisté à la traite des vaches et grande nouveauté cette année, le selfie veau.
Ça consiste à prendre des photos si les gens veulent qu'on les prenne en photo avec les veaux et laisser les enfants surtout caresser les veaux. C'est important pour les enfants de ne pas avoir peur des animaux, enfin dès le plus jeune âge, de connaître le milieu de la ferme, de l'agriculture. Encore un succès pour la ferme de Kéraudy qui pense déjà à l'organisation de la 10e édition en 2016. Voilà, et tout de suite, on passe à l'instant sport. Et Ludovic, l'année se termine sur une mauvaise note pour le Stade brestois, hein, c'est dommage, battu 2-1 à domicile par Clermont. En effet, Pauline, dernière rencontre de l'année à l'occasion de la 19e journée de Ligue 2 et 7e défaite en championnat pour le Stade brestois 29. Le pire dans tout ça, c'est que les Brestois ont plutôt livré une prestation convaincante face à cette équipe de Clermont. Les joueurs d'Alex Dupont qui ouvrent la marque, on voit l'image à la 20e minute avec Alexandre Alphonse à la conclusion de cette belle action. Une première mi-temps bien maîtrisée de la part des Brestois qui mènent donc 1-0 à la pause. Mais en seconde période, Clermont va réussir à égaliser. Tout d'abord à l'heure de jeu par l'intermédiaire du meilleur buteur de Ligue 2, Famara Diédiou. Diédiou qui trompe Johan Hartog de la tête et inscrit son 17e but en 19 rencontres de championnat. C'est considérable. Et puis à 10 minutes de la fin, c'est Adrien Hunou qui marque le deuxième but, synonyme de victoire pour Clermont. Résultat, à l'issue des matchs allés, Brest se classe 9e avec 26 points. Une première moitié de saison ni vraiment bonne, ni vraiment mauvaise, mais qui déçoit malgré tout dans les rangs des supporters. À l'heure des bilans, on a donc demandé aux Brestois Alex Dupont et Youssef Hanan ce qu'ils avaient pensé de cette première partie de saison. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être super d'ailleurs si ce soir on avait pris les 3 points. Mais c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise poule aller. C'est vrai qu'on est irrégulier sur cette poule aller. Après, je pense que le potentiel est là. Ça voilà, je le pense toujours. On a un groupe de qualité. Maintenant, on a du mal à gagner ce match qui nous permettrait de basculer un petit peu parmi les grosses équipes de ce championnat, ou en tout cas les favoris à la montée, quoi. Voilà, et retour au championnat pour le Stade brestois le vendredi 8 janvier. À Nîmes, c'est ça, voilà, oui. à Nîmes. Un mot de Ligue 1, Ludo, à présent, avec un derby breton Guingamp-Rennes au menu de cette 19e journée. Et un derby sous pression pour l'en avant de Guingamp, relégable avant cette rencontre. Plus de 16 000 spectateurs au Roux-de-Roux samedi soir pour ce derby breton qui va tourner à l'avantage des Rennais en seconde période. Ouverture du score signée du jeune Ousmane Dembélé à la 63e. Dembélé que l'on va retrouver dans le rôle du passeur pour Giovanni Sio à la 77e minute. Résultat, le Stade Rennais l'emporte 2-0 au Roux-de-Roux. Guingamp concède sa 5e défaite de rang en Ligue 1 à la trêve. Les Guingampais sont toujours dans la zone rouge, 18e, avec 2 points d'avance sur 2 points de retard, sur le Stade de Reims. Et puis Ludovic, on passe au volley maintenant avec Quimper qui se déplaçait à Rennes ce week-end pour un match de Coupe de France. C'était les 16e de finale de la Coupe de France fédérale de volleyball et Quimper qui n'a pas tremblé pour l'emporter face au CPB Rennes. Succès 3-7-0 des Quimperoises qui se sont logiquement imposés face à un adversaire de niveau inférieur. On voit ici la balle de match sur un bloc de Monika Stanko-Vianska. Le tirage au sort des 8e de finale a eu lieu ce lundi matin et c'est Évreux qui se présentera à la Halle des Sports d'Ergué-Armel samedi 9 janvier. Un gros match en perspective entre deux équipes qui seront également à la lutte pour la montée en Liga féminine en fin de saison. Et puis si tout sourit au Quimper volley, Ludovic, ça va moins bien en revanche côté basket pour l'UJAP à Quimper. La semaine passée, l'entraîneur Hugo Cancé a même été démis de ses fonctions. Ouais, Hugo Cancé qui a payé les mauvais résultats de son équipe depuis le début de saison. Seulement 5 victoires en 14 rencontres de championnat. Et puis quelques tensions également entre lui et certains de ses joueurs, notamment le meneur de jeu américain Omar Strong. Comme souvent dans pareil cas, c'est l'entraîneur qui trinque. Alors dans l'attente d'un nouveau coach dont la nomination devrait intervenir ces jours-ci, c'est Stéphane Offret, l'ancien assistant Hugo Cancé, qui a assuré l'intérim. L'UJAP qui s'est malheureusement de nouveau incliné 76-64 à Épinal ce week-end lors de la 15e journée de National 1. Les Quimpérois en bien mauvaise posture dans ce championnat. Ils sont 15e et ils vont donc devoir batailler ferme lors de la phase retour s'ils veulent se maintenir.
Et puis on va terminer, Ludovic, avec un mot de voile et des news des deux équipages engagés dans le trophée Jules Verne, Spindrift et IDEC. Ouais, c'est vraiment passionnant ce à quoi on assiste dans ce trophée Jules Verne. Ils sont partis depuis maintenant 29 jours et ils sont au coude à coude. Spindrift et IDEC Sport foncent actuellement vers le Cap Horn qu'ils devraient franchir dans la journée de mardi. La sortie du Grand Sug est donc toute proche pour les équipages de Yann Guichard et Francis Joyon. Les deux bateaux sont actuellement en avance sur le record de Loïc Perron établi en 2012. Et pour battre ce record, il faudra franchir la ligne d'arrivée au large d'Ouessant avant le mercredi 6 janvier dans l'après-midi. Je vous passe l'heure exacte, on aura le temps d'en reparler. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est passionnant ce qui se passe entre ces deux bateaux. Mais oui, on en est persuadé et on verra ça donc à la rentrée, Ludovic, avec vous. Allez, il crachine aujourd'hui, ça va arroser les hortensias, tant mieux. Et mais pour se réconforter, on va se faire une tartine de beurre salé en écoutant du biniou. Et oui, tout de suite, on parle des symboles bretons avec nos invités. Tanguy Mona, vous êtes le rédacteur en chef de Bretagne Magazine qui consacre ce mois-ci un dossier aux symboles qui font la Bretagne. Vous avez laissé carte blanche à 20 auteurs pour qu'ils livrent leurs sentiments sur le menhir, l'artichaut, la mouette ou encore le biniou. Et d'ailleurs, le biniou, c'est vous, Laetitia Godin, qui vous en êtes chargée. Vous êtes journaliste indépendante et passionnée de musique et de danse. Qu'est-ce qui vous fascine avec le biniou ? Alors j'étais un peu embêtée quand on me l'a proposé parce que justement... Parce que ça ne vous fascinait pas. Exactement. Enfin, c'est pas que ça ne me fascine pas, c'est que j'ai longtemps été une danseuse dans un cercle celtique, le cercle du Croisty, pour pas le nommer, qui est champion de Bretagne aujourd'hui. Je place. Et c'est vrai que quand j'étais danseuse, j'avais une préférence pour le chant en couple, comme à Discord, et puis pour les groupes aussi. Mais c'est vrai que quand le biniou, quand c'est bien joué, quand il y a un couple de haut vol biniou-bombarde, j'apprécie. C'est pour ça que je cite Youn Lecam ou Michel Carvaillant, qui sont des sonneurs très performants dans la musique bretonne. Justement, Youn Lecam joue avec Ibrahim Malouf et il a été formé par Ibrahim Malouf aussi. Et voilà, ce que j'aime moi dans le biniou, c'est les histoires qu'il raconte et c'est ce que j'explique. Cet été, on m'a raconté cette histoire de biniou qui recherche ces bombardes de sœurs parce que Julien Lemintec, qui est un contrebassiste, a hérité d'un biniou, d'un cousin lointain. Et ce biniou présentait 4 lévriades. Les lévriades, ce sont les 4 pipeaux. Alors je fais la maline, mais j'en savais rien avant qu'on me l'explique. Et aujourd'hui, ce bignou date du 19e siècle. Et le challenge aujourd'hui, c'est de retrouver les 4 bombardes qui étaient associées à ce biniou. Et donc je trouvais ça assez sympa d'associer une histoire à un instrument. Et c'est ce qui est assez intéressant chez le biniou, parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait qui s'y associent. Le biniou, donc un des 20 symboles bretons, et qui n'a pas forcément que des admirateurs en Bretagne. Vous commencez d'ailleurs votre article avec ça, Laetitia. Le biniou ne fait pas forcément l'unanimité chez les Bretons. Une fois encore, le biniou, c'est très bien quand c'est bien joué. Quand c'est moins bien joué, c'est beaucoup moins sympa parce que ça fait un bruit un petit peu strident qui peut être dérangeant, qui est proche du bruit de la sirène. Ouais. Mais voilà, quand c'est très bien joué, ça peut vite devenir très agréable et voilà, ça dépend de celui qui officie. Tanguy, Mona, comment est-ce que vous avez choisi ces 20 symboles de la Bretagne? Parce qu'on aurait peut-être pu mettre 100 symboles, 200 symboles, mais non, 20. On a cherché à choisir les plus évidents, en fait. On avait commencé à partir dans des voies un petit peu plus compliquées, plus abstraites éventuellement. Et puis au final, on s'est dit, bon, si on demande à des gens dans la rue, à Brest, à Saint-Brieuc ou à Paris, c'est quoi les symboles de la Bretagne? On l'a d'ailleurs un petit peu fait sur Facebook. Qu'est-ce qu'on va nous répondre? C'est ceux-là qui sortent, hein, c'est les grands classiques. Du coup, on était un petit peu embêtés avec ces grands classiques parce que quelque part, on a l'impression de tous les connaître. C'est pour ça qu'on est allé chercher des auteurs, tous différents, et en leur laissant une carte blanche pour qu'ils nous racontent, qu'ils nous apprennent des choses ou qu'ils nous donnent des souvenirs associés au symbole de la Bretagne. Alors vous êtes allé chercher ces auteurs, justement, comment est-ce que vous les avez trouvés? Pourquoi avoir choisi telle ou telle personne? Pourquoi avoir choisi Laetitia pour parler du biniou, par exemple, puisqu'elle est là? Voilà, c'est notre carnet d'adresses. Hein. Ça fait bientôt 20 ans que Bretagne Magazine existe, donc on commence à savoir qui est spécialiste de quoi en Bretagne. Et effectivement, il y a des aspects scientifiques pour certains symboles, il y a des aspects vraiment sur le ressenti, comme vous disiez, certains c'est leur souvenir d'enfance. Celui du pâté naf, par exemple, pour le citer, qui est bien, c'est la seule marque qui est représentée dans les symboles, mais voilà, et là c'est
Là, effectivement, on avait repéré un passage d'un texte de Jean-François Cadmeur, l'écrivain brestois, qui racontait, souvenirs d'enfance quand il allait chez sa tante, la boîte de pâté qui était sortie à l'apéro et qui restait pour lui une odeur d'enfance. Donc ça, effectivement, on a été chercher quelques écrivains. On a aussi publié un texte de Jean-Pierre Abraham pour parler du marin, le marin breton, un très beau texte, très simple. Michel Lebrise aussi, qu'on a mis à contribution, là, sur la thématique de la marée. Donc on a effectivement des auteurs, des écrivains, on a des journalistes, mais on a aussi des scientifiques, des ethnologues. L'idée, c'était vraiment de porter des regards différents et vraiment personnels sur ces symboles. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est celui qui concerne la mouette. Donc notre idée de départ, c'est la mouette et peut-être plus encore son cri, sont vraiment associés à la Bretagne. Il n'y a pas un documentaire ou un reportage sur la Bretagne qui ne commence pas dès lors qu'on est sur le littoral avec un cri de goéland. Et du coup, la question que l'on a posée, c'est à la personne qui a écrit ce texte, c'est finalement, quand on dit vos gueules les mouettes, est-ce qu'on dit vos gueules à une mouette ou est-ce qu'on dit vos gueules à un goéland, puisque... Quelle est la différence en fait entre mouette et goéland? Voilà, quelle est la différence en fait, il n'y en a pas. En France, on fait le distinguo entre la mouette et le goéland, mais on est un peu les seuls, les Anglais, les Italiens, les Allemands, pour eux tout ça c'est la même chose. Et au niveau des espèces, c'est effectivement la même chose. Laetitia, vous disiez tout à l'heure que le biniou, vous aviez été un peu surprise quand on vous a choisi pour ça. Pour vous, quel aurait été, si vous aviez eu le choix du symbole, quel symbole pour vous fait votre Bretagne? Quel est le symbole pour vous de la Bretagne? Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais écrit sur le combat de Plogoff contre la centrale, parce que je trouve que c'est plutôt une anecdote, plutôt un moment, plutôt un mouvement en fait de résistance qui, je trouve, représente assez bien le caractère du Breton, alors du ou des Bretons, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, cette capacité à ne pas s'incliner, mais cette capacité à s'opposer et à parfois faire changer l'histoire. Et je trouve que c'était Plogoff. Si j'avais eu le choix, j'aurais écrit sur Plogoff. L'année prochaine peut-être. Laetitia Godin, vous voyagez beaucoup en Ukraine notamment. Quels sont les symboles bretons les plus connus à l'étranger, ceux qui sont devenus justement des clichés peut-être vraiment en dehors des frontières? La crêpe, j'imagine. Non, il y en a en Ukraine. Oui, il y a des crêperies en Ukraine. Par exemple, je pense au Kurdistan irakien. Les Kurdes aiment beaucoup les Bretons et les connaissent assez bien parce qu'ils ont leur danse en fait se pratique aussi en chaîne. Sauf que au lieu d'évoluer sur la gauche comme en Bretagne, ça évolue sur la droite. C'est aussi souvent des danses à 8 ans et des danses petits doigts aussi. Excellent. Donc voilà. Donc c'est marrant parce que au Kurdistan, quand je danse. C'est assez facile pour moi de danser et quand je dis que je viens de Bretagne, il y a ce petit mouvement là qu'on fait, souvent très cliché justement du petit doigt et certains Kurdes en fait le connaissent, donc c'est assez drôle, ouais. Ces symboles qui sont devenus des clichés quand les Bretons sont expatriés. D'ailleurs, vous consacrez aussi, Tanguy, un grand dossier sur les Bretons de Paris dans ce numéro de Bretagne Magazine. Le mot de la fin là-dessus, les Bretons de Paris. Les Bretons de Paris. Il y avait beaucoup à dire aussi là-dessus. Bien sûr, il y avait beaucoup à dire. C'est une histoire qui a 2 siècles quasiment, une histoire d'émigration. Donc par les temps qui courent, c'est important aussi de parler d'émigration. Donc on a raconté effectivement toute cette histoire, toute cette immigration économique, puisque c'est une immigration économique. On part pour fuir la pauvreté en Bretagne et souvent on y rencontre, quand on arrive à Paris, la misère. Donc c'est aussi des histoires de solidarité, de gens qui s'accueillent et dont on retrouve encore aujourd'hui l'esprit. On a fait un reportage sur la communauté bretonne de Saint-Denis, qui a été, à une certaine époque, dans les années 50, on l'appelait l'autre capitale de la Bretagne, tellement les Bretons étaient nombreux, et où on y pratique encore, via les associations, cet accueil des autres. Et alors, vraiment à lire, et puis c'est très bien illustré avec des photos d'archives vraiment étonnantes. Donc voilà, Bretagne Magazine est dans les kiosques actuellement. Une belle lecture pour vos vacances. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mardi à 20h40 sur TBO, ne manquez pas Requiem pour une huître, un documentaire qui revient sur la crise ostréicole sans précédent. C'était en 2008. On regarde un petit extrait. Ils captent l'instinct sauvage, donc les jeunes larves d'huîtres, sur des supports artificiels en plastique. Ils font ensuite grandir ces jeunes huîtres jusqu'à l'âge d'1 an pour les revendre aux ostréiculteurs.
Ils sont en concurrence avec les écloseries et sont les premiers touchés par la mortalité du naissain. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec ces images du feu d'artifice de Carré qui a réuni des milliers de personnes ce samedi. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.